Donc moi, j'ai une première question. Le 6 juin, on est le 6 juin 1944. Vous avez 16 ans. Vous êtes en Normandie. Vous avez 16 ans, 17 ans? Je fais tous mes calculs normalement. Presque 16 ans. Donc on est le 6 juin 1944, vous avez presque 16 ans. Nous sommes en Normandie. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? C'est très rigolo, ça fait 3 ans que tout le monde me demande ça. Qu'est-ce que vous avez fait le 6 juin? Rien. Comme toutes les autres femmes, j'ai fait la vaisselle le soir. Sauf, je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas souvent racontée. Dans l'après-midi, vers 17h30, personne ici... Levez la main ceux qui connaissent Bretteville-l'Orgueilleuse. Oh, c'est formidable. Bon, alors à la sortie de Bretteville, à droite, il y a une rue qui va vers le Frêne Camilly et qui va vers la côte. J'ai vu surgir de cette route-là, de loin, un sidecar. Rien d'étonnant, tous les Allemands étaient en sidecar. Sauf que quand ce sidecar s'est approché de moi, c'était anormal. L'homme qui était au guidon n'avait pas de casque. Or, nous savons très bien qu'ils gardaient leur casque, même pour aller faire pipi. Donc, quand il s'est approché, et d'ailleurs il était au ralenti, à côté il y avait une masse bizarre, c'était un officier gravement blessé, je suis convaincu qu'il n'est pas arrivé vivant à Paris, et qui cherchait désespérément comment ne pas aller à Bayeux et aller à Paris. Bayeux était déjà libéré, il n'avait aucune raison d'y aller. Et quand il espérait trouver du secours pour son officier, sans doute. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé vivant, mais je n'ai jamais entendu parler de personne après. C'est le seul événement de mon 6 juin. Et vous avez entendu quelque chose? Vous avez fait la vaisselle, à moins d'être sourd, on entendait déjà les bombardements sur Le Havre. Hein. L'air, ça porte loin. Il y avait des bombardements, puis il y avait les bombardements et les tirs parce qu'il n'y a pas le même bruit entre une bombe qui tombe et un obus qui tombe. Je ne sais pas s'il y a des anciens combattants ici. Oui? Anciens combattants? Non? Bon. Je vous assure que ce n'est pas le même bruit. Hein. On repère très vite les bruits de l'obus qui explose ou de la bombe qui explose. Voilà. Et donc, vous entendez ces bruits-là? Bien sûr. Vous faites la vaisselle? Bah oui. On l'a fait les autres jours aussi. Faut surtout jamais... Vous avez des gens qui vous racontent des trucs extraordinaires. La vie ordinaire, elle a continué tous les jours pour tout le monde. Allez-y. Il a dit quelque chose, mais je tiens beaucoup. Il va vous poser la question. Je vais regarder pour qu'il vous pose la question après. Continuez, madame. Oui. À vous. Ok, je pensais que vous n'aviez pas fini. Très bien. Du coup, ok. Le logistique, c'est en live. Donc, du coup, je passe la parole à Sylvie qui voulait vous poser une question. Alors, je vais commencer par une première question. C'est comment devient-on résistant? Alors, est-ce un défaut? Est-ce une qualité? Je ne sais pas. Je pense qu'on devient résistant comme on est né avec les yeux bleus ou les yeux jaunes, peu importe. Parce que dans ma famille, en 14, j'ai perdu mon grand-père et mes 2 oncles qui ont été tués, tous les 3. Donc, on n'était pas, et la famille est d'origine lorraine, donc on n'était pas forcément germanophile. Et on ne concevait pas que des gens viennent chez vous. Qu'est-ce qui serait content de voir arriver quelqu'un dans sa cuisine, bousculer tout le matériel et dire « poussez-vous, je suis chez moi ». Je ne crois pas. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait à l'échelon national. On n'était pas du tout content de voir des étrangers venir s'installer chez nous. Et donc, spontanément, surtout dans les familles combattantes, spontanément, nous sommes devenus résistants. Par contre, ce n'est pas possible de rentrer dans une banque en disant « s'il vous plaît, ouvrez-moi un compte résistant ». Là, il faut trouver autre chose. Alors, nous avons eu des amis, donc le Raymond Triboulet, qui fut le premier président de France Libérée, préfet, merci Leslie. C'est ma mémoire, c'est ma rectificatrice, à chaque fois que je dis une bêtise. Et puis, lui a été enrôlé par son professeur de mathématiques, M. Desbiot, qui est mort maintenant, bien sûr. Donc, nous n'étions pas dans les mêmes réseaux, et c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas été arrêtés, nous. Voilà. C'est comme ça que nous sommes entrés en résistance. En résistance,
un seul ordre général, se taire, se méfier de tout le monde, ne jamais rien commenter, ne jamais rien dire, même en famille. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que quand on pense à la résistance, on pense tout de suite que du jour au lendemain, on prend les armes, on va risquer sa vie. Et en fait, vous dites, vous, mais non, il y a différentes composantes de ça. La même chose, ça c'est du bidon. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais 16 ans. On ne demande pas à une gamine de 16 ans d'aller faire sauter un pont. Donc il y avait dans la résistance des grades, évidemment. Et, je vais essayer de me souvenir comment s'appelaient les catégories, mais ça n'a pas d'importance. Alors moi, mon travail, qu'est-ce qui a 16 ans ici dans les garçons? 16 ans? Il n'y en a pas d'autres? Je crois qu'il y a 2 enfants de 16 bon, qui sont à côté. Bon, alors, mon travail, moi, à 16 ans, à ras des pâquerettes, c'était au départ, avant que toute la France ne soit occupée, c'était de relever le numéro des camions allemands qui faisaient Paris-Cherbourg, parce que c'était des camions de munitions. Bon, après, la France a été envahie. Ensuite, puis la résistance, c'est un petit peu comme l'amour. Vous mettez le doigt dedans, tout le reste y passe. Oui, parce que après, on m'a demandé si je ne voulais pas les faire tamponner des lettres à la mairie. Chez la extraordinaire petit bout de femme qui s'appelait Madame Laire, L-A-I-R-E, qui avait été secrétaire, qui avait été institutrice et était secrétaire de mairie. Oui, merci, pardon. Et elle tamponnait avec bonheur. C'est meilleur. Pardon la technique. Elle tamponnait avec bonheur des papiers qu'elle savait parfaitement faux. Et puis après, alors c'était une petite chose, il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. Vous partez avec une enveloppe, vous revenez avec la même enveloppe, vous avez juste traversé le pays. Et puis après, on m'a demandé de conduire dans les refuges que l'on trouvait pour eux, les STO. Où était l'héroïsme de partir à travers la campagne depuis Bretteville-Orgueilleuse pour aller à Puteaux, à Noré ou à Secqueville, chez les Millet, chez Madame Maire, ou à Saint-Manvieux, chez Monsieur Bourasset. Ah, oui, d'accord, ce monsieur-là était soit un STO, soit un résistant en fuite. Mais moi, mon héroïsme là-dedans, il était de marcher à côté de ma bicyclette. Il n'y a pas d'héroïsme là-dedans du tout. Nous n'avons commencé à avoir peur qu'après l'arrestation de Jean-Pierre par la Gestapo. Parce que là, on s'est frotté à la Gestapo. C'est autre chose. Voilà. Alors, je vais raccourcir parce qu'on n'est pas venu ici pour parler de moi, on est venu pour parler avec eux. Donc, je vais vraiment raccourcir. On a arrêté Jean-Pierre, on a mis des semaines à le retrouver, on l'a retrouvé à la prison de Caen. Il a été transféré, je vous fais grâce de tous les transferts, et il a fini au camp de Dora. Il a été arrêté à 17 ans. Il avait 2 ans d'avance sur ses études, 1m80, très beau garçon, très sportif. Et il est mort à 19 ans, par terre, sans une couverture. Voilà, on a clos la période guerre. Maintenant, je voudrais qu'on revienne à l'avenir que ça représente, toutes ces petites bêtes-là. Hein? J'ai une autre question, justement, de Stelvie sur l'avenir. Justement, oui. Alors, j'ai 19 ans, moi, et je voulais savoir comment vous viviez à cet âge-là, à 19 ans. Comment vous imaginiez l'avenir, le futur, les perspectives Ah, alors vous avez raison, mais là, c'est pas compliqué, mais c'est sportif. Hein, parce que vous avez 16 ans. 19, pardon. Moi, à 16 ans, quand on sommes revenus de l'hôpital militaire, parce que j'ai été engagé volontaire à l'hôpital militaire Robert-Lyon, et j'ai fait 4 mois de première ligne. Or, un hôpital militaire, ça se déplace quand l'armée se déplace. Donc, en fin septembre, l'hôpital militaire Robert-Lyon a fait ses bagages pour suivre l'armée. Et moi, pas dégourdi, ça faisait 4 mois que j'étais bénévole comme infirmière. J'ai voulu m'engager parce que c'était du bénévolat, puis ce n'était pas un avenir. Hein. Et là, ils ont découvert que j'avais que 16 ans. Alors, on m'a dit, oh ben non, madame, c'est pas possible, vous êtes beaucoup trop jeune, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Non, ça faisait 4 mois que je le faisais, mais bon. Donc, nous sommes revenus chez nous. Alors, 19 ans, 3 ans avant.
En rentrant dans notre maison, nous avons trouvé des gens qui étaient installés chez nous. Ils avaient squatté la maison. Ils étaient même assis à table. Ils ne voulaient pas partir. Il fallait qu'on prouve que nous, on était chez nous. Donc, c'est la gendarmerie qui s'en est occupée. On a récupéré la maison. Le toit avait des trous d'obus. Mon porte-monnaie aussi. Et là, à 16 ans, il a fallu que je me demande comment on mange demain. Pas de métier, pas de diplôme, pas de travail, pas de revenus. Une maman de 65 ans qui était déjà très fatiguée et qui s'est déliquée. Quand nous sommes rentrés dans la maison, qui était massacrée, vidée de tout ce qui avait un peu de ma valeur marchande, et que ces hommes n'étaient pas là. C'était fini. Une mère qui n'a pas ses enfants, c'est... Voilà. Donc, il a fallu, comment vous dirais-je, mordre, mais vraiment mordre dans tous les moyens d'existence que j'ai pu rencontrer. La première chose que j'ai faite, c'est de monter. Il y a des futurs couvreurs ici? Des couvreurs? Il y en a là-bas. Alors, lui, il va apprécier, parce que j'ai été emprunter une échelle de couvreur à Madame Marie, dont le mari était prisonnier, pour pouvoir monter l'échelle. Monter l'échelle, vous connaissez, au 3e étage, pour boucher les trous. Parce que si en plus il avait plus dans la maison, alors là, c'était foutu. Bon, je ne vous dis pas ma tenue, parce que j'avais trouvé dans les décombres quelques hardes qui m'ont servi. Voilà. Et après, alors j'ai fait de la couture, du repassage, tous les métiers, un métier que personne ici ne peut connaître. Si je dis le mot vitus, est-ce que quelqu'un, vitus, vitos, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non. Eh bien, c'était un métier qui consistait à remailler des bas. Voilà, le remaillage vitos. Et grâce à ça, tenez-vous bien, mais à condition de faire 12 heures d'établi. Il n'est pas question de faire ça comme on fait maintenant, le travail, comment vous appelez ça? Oui. Eh bien, ça m'a permis de nous rhabiller, de nous nourrir, de nous... Voilà. C'était... Et puis après, toute ma vie, j'ai changé de métier au fur et à mesure, parce que quand les Américains ont commencé à nous apporter des bancs merveilleux, qui ne filaient pratiquement pas, le métier était fichu. Eh bien, j'ai fait autre chose. Et j'ai fini les enfants là, sans aucun diplôme, sans pratiquement avoir été à l'école. Ça, c'est une autre histoire. J'ai fini par diriger 3 affaires assez luxueuses à Deauville. Vous voyez le parcours? Donc, les jeunes là, où ils sont dispersés un peu partout, j'en vois là-bas. Un peu partout, oui. Bon, les jeunes, n'oubliez pas, quelle que soit votre situation sociale actuelle, vous pouvez prétendre à la plus belle fortune, à la plus belle situation. Vous avez tout dans les mains et dans la tête. Vous avez les outils, à vous de vous en servir. Et rappelez-vous d'autre chose, les jeunes, là. Tout ce qui est vraiment superflu, et ce qui est inutile est préjudiciable à votre avenir, parce que vous vous encombrerez de choses inutiles. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez 3 montres que vous serez certain d'avoir l'heure exacte. Vous n'oublierez pas tout ça? On ne vous entend pas. Oh, quelle approbation! Oui, on ne vous entend pas. Vous n'allez pas oublier tout ça? Oui, mais tout ce que je viens de vous dire, je l'ai vécu. Donc, et je l'ai vécu à son âge, bien plus jeune que vous. Parce que j'ai été chef de famille à 16 ans, moi. J'en ai 93, ça fait un moment que ça dure. Alors, ils posent des questions, les gamins, là? Est-ce que vous avez des questions à poser? N'importe quelle question. Il n'y a aucune question bizarre, aucune question stupide. Ah! Est-ce que vous avez déjà été arrêté? Ben, on n'a pas été arrêté, mais on a passé
quelques heures dans le centre d'interrogation de la Gestapo, ça suffit. Alors, puisque vous posez la question, on cherchait désespérément mon frère, parce qu'avec les Allemands, l'arrestation, c'était le fameux nuit et brouillard. À partir du moment où quelqu'un était arrêté, personne ne retrouvait son identité, il n'avait plus qu'un numéro. Et nous, on a cherché pendant des jours et des jours, je vous passe les morgues, les commissariats français, allemands, et on a fini par aller à la Gestapo. Tu vois ce que c'est la Gestapo? C'est la police allemande. Voilà, c'est ça. Qui occupait l'hôtel particulier du docteur Pecker qu'ils ont assassiné. Et quand nous sommes arrivés, il y avait, je m'en souviendrai toujours, je pourrais le dessiner si je savais, une très vieille et grosse dame qui était par terre à genoux et qui l'avait par terre. Et je n'ai pas besoin de vous dire que l'eau n'était pas très claire. Il y avait un planton à qui nous avons demandé que nous venions chercher des nouvelles. Il est monté devant nous un très bel escalier de marbre comme ça. Et en haut, il y avait une mezzanine tout en marbre. C'était magnifique d'ailleurs. Alors nous avons commencé à monter derrière lui, ma mère et moi. Et ma mère avait encore une marche à monter quand on sait qui c'est. Enfin, bon. Il est sorti comme une furie et il a crié des insultes. Et il n'a pas giflé ma mère, qui était juste devant moi. Il lui a flanqué un coup de poing au milieu de la poitrine en lui disant que les Français faisaient enfin, peu importe. Et nous avons déboulé toutes les deux mélangées. On a déboulé l'escalier avec cet homme qui hurlait là-haut. Donc, arrivé en bas, nous avons récupéré ce que nous avions perdu en route, c'est-à-dire une chaussure, un chapeau, le parapluie à 2 sacs à main, et nous sommes sortis nous rhabiller sur le trottoir de la rue des Jacobins, avec pas du tout l'intention de remettre les pieds dans l'immeuble. Et en considérant que nous avons eu beaucoup de chance de ressortir vivantes. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Dites votre prénom quand vous posez la question. Oui, dis-moi, enlève ton masque et dis-moi ton prénom. Tu t'appelles comment? Merci. Antoine. Merci, Antoine. On a une autre question là-bas. Et puis, je vais proposer quelque chose. Si en ligne, vous voulez poser des questions, en fait, on va faire un petit truc. Si en ligne, vous voulez poser des questions, pardon, Eva ou Bénédicte, est-ce que vous pouvez en lister quelques-unes et puis vous nous les apportez et comme ça, on pourra également les poser. Oh, le grand gamin là-bas, viens par là. Bah oui, je vais à peine l'entendre. Je ne suis pas à moitié sourd, tu es complètement sourd. Viens, mon petit. Et puis, on va avoir le plaisir de le voir. Bon, alors là, arrivé là, tu t'arrêtes et tu retires ton masque. Ben voilà. Vous ne le voyez pas, mais c'est un joli garçon avec un pull blanc et des petites lunettes et une petite coupe de cheveux bouclée. Alors, bonjour, je m'appelle Soël. Je voulais vous demander, vu que vous étiez dans la résistance, est-ce que vous avez une anecdote assez marrante ou assez importante sur un mouvement de résistance que vous avez fait? Des actions marrantes. Une anecdote. Oui, non, mais vous avez raison, parce que je les ai oubliées, mais il y a forcément des anecdotes. Je vais vous en raconter une, mais malheureusement, je n'ai pas vu la fin. Chez nous, en 1939, tous les véhicules ont été réquisitionnés et tous les camions aussi, et tous les hommes mobilisés. Donc, sauf une voiture que mon père qui n'avait pas pris. Et cette voiture, mon père l'avait ressortie sur le trottoir parce qu'il avait l'intention d'aller quelque chose. Et on a découvert que les Allemands raflaient toutes les voitures qui étaient comme ça sur des trottoirs, sans demander la permission des propriétaires. On est bien évident. Alors, mon père a inventé un truc assez malin. Il a mis environ 3 litres d'essence dans le réservoir et avec un poinçon, il a percé le réservoir. Donc, si vous partiez avec la voiture, vous risquiez de faire une centaine de kilomètres et de tomber en panne. Le seul regret, c'est que je n'ai pas vu la tête de l'officier qui piquait la voiture et qui s'est retrouvé en panne quelque part. Et sans pouvoir se dépanner, sauf à démonter la voiture, à ressouder. Il n'avait pas le temps. Voilà. Alors ça, c'est une
anecdote, bien sûr. Oui, il y en a plein. Ça. Alors moi, je vais poser la question de Victoire, qui a 3 ans et demi, mais qui s'est endormie. Mais elle avait Oui, préparé sa question. Le réveillez pas. Et sa question qu'elle voulait ardemment vous poser, c'est quelle est la valeur qui, à vos yeux, est la plus importante? Voilà, une valeur qui vous aurait aidé à tenir pendant toute cette période complexe, et une valeur importante pour les jeunes aujourd'hui. Une valeur. Oui. Voilà. Attendez, je suis en train d'éplucher la question pour savoir comment je vais y répondre. Prenez tout votre temps. Quelle est la valeur? La valeur que nous donne la guerre, là, à la fin de cette guerre. Quelle est la valeur la plus importante? La seule valeur, c'est la paix, c'est-à-dire pas de guerre du tout. Mais oui. Celle qui vous a fait tenir. Le courage. Ah, ce qui m'a fait tenir, c'était qu'on était certain qu'il ne gagnerait pas la guerre à la fin. Ce n'était pas possible. Tout le monde sait que ils ont été comme une tache d'huile qui s'est répandue, mais à la fin, ils n'avaient plus d'huile. Et de toute façon, quand ils ont commencé la guerre contre la Russie, ils avaient pourtant déjà eu l'exemple de Napoléon. Ben, ça ne lui a pas suffi. Donc, nous savions, en plus, quand on connaît les soldats russes et les femmes russes, petite anecdote pour les dames présentes, les vieux soldats qui revenaient du front de Russie et qui étaient remplacés par des gars de la Hitlerjugend-SS, ils étaient absolument désabusés. Voilà, c'était pas. Et quand il parlait des femmes russes, il disait qu'elles étaient plus redoutables que les hommes. Et n'oubliez pas que la DCA en Russie était tenue par des femmes. Les hommes, c'était les fantassins, excusez-moi docteur, et c'était les femmes qui tenaient les DCA. Et les prisonniers, les Allemands qui étaient revenus du front, qui n'étaient pas prisonniers, ils étaient en repos, on va dire. Ils en avaient peur parce que les femmes allemandes ne faisaient pas de prisonniers. Les soldats allemands, oui, ils en ont fait des prisonniers. Ils ne sont pas revenus d'ailleurs, mais enfin, pas les femmes. Parce que quand les femmes tombaient aux mains des Allemands, elles subissaient des traitements tellement féroces qu'elles se sont vengées. À juste raison, d'ailleurs. Moi, je voudrais revenir. Je vais faire pire que Mme Macron. Moi. Je garde ma question juste après. Merci. Oui, Colette. Je rentre d'Ukraine, où j'étais la semaine dernière, avec une résurgence des partis nazis absolument terrifiante. J'ai vu sur la promenade Saint-André, la descente Saint-André, des cartes d'identité de Sonderkommando et des insignes nazis en vente libre, etc. Donc moi, je voudrais avoir ton sentiment sur cette résurgence des mouvements néo-nazis et d'extrême droite en Europe et en France, et cette montée insupportable de l'antisémitisme. Oui, alors les petits, les jeunes là, on parle d'antisémitisme. J'ai encore jamais compris si on me met un Israélite là, un chrétien là, un musulman là, un protestant là, un bouddhiste. Ah, ils ont les deux pieds au sol. Où est la différence? Si vous voulez, j'ose pas le raconter parce que c'est un peu gaulois, mais si vous mettez tout le monde à poil, à la limite, on va les tondre. Vous pouvez me faire une différence? J'ai un mépris extraordinaire pour les meneurs qui embarquent votre jeunesse, parce que c'est comme un peu vous les plus fragiles quand même, qui embarquent votre jeunesse dans des espèces de groupes de haine comme ça. Et la haine contre qui? Contre les protestants? Mais on a déjà fait ça. Le massacre de la Saint-Barthélemy, tout le monde connaît. Alors, on a tantôt tombé sur les protestants, tantôt les catholiques se sont entretués. Enfin, j'ai beaucoup de mépris, de haine, parce que forcément, il y a toujours un meneur.
plusieurs après. Et c'est ces gens-là que je voudrais, moi, personnellement, abattre pour que les générations aient un peu la paix. Après, si vous me parlez des différences religieuses, je ne suis pas très calé, mais je vais vous donner mon impression. La religion, c'est une magnifique soupière. Tout le monde a mangé de la soupe ici? Oui? Non? Ah oui, c'est pas chez les jeunes. Hein. Vous mangez pas de soupe? Bon, enfin, alors, ce qu'il y a dans la soupière, c'est ce qu'on y met. Ça peut être délicieux. Mais si vous y mettez toutes les religions, les unes après les autres, et c'est une religion, nous disons Dieu, pourquoi on l'appelle Dieu, pourquoi on ne l'appelle pas soupière? Puisque chaque religion parle de son Dieu, le sien, à moi, pas à vous, le mien. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on met tout ça, pourquoi ne pas fermer et appeler ça, merci, la soupière? Il n'y a aucune différence de religion à faire entre deux êtres humains. Faut pas, chacun peut avoir sa religion sans aller mordre les mollets de son voisin. C'est la tolérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. On dirait qu'il y a même eu des maisons pour ça autrefois. Enfin, les jeunes n'auront pas compris, j'aime mieux. Il faut être, c'est ça, supporter. Quand vous serez mariés, vous supporterez vos épouses, n'est-ce pas? Non, et nous supporterons nous aussi d'ailleurs. C'est ça, l'indulgence, la tolérance, la compréhension de la personne qui n'a pas la même couleur de cheveux que vous, qui n'a pas la même... Peu importe. C'est le premier. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire à un monsieur, il ne faut pas le fréquenter parce qu'il est albinos, ou il est bègue, ou il est... Autrefois, peut-être. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui est bègue, qui bégaye en parlant, quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui est... Peu importe. Il est peut-être plus intelligent que vous. Mais c'est à l'intérieur. Alors ne nous occupons pas des clans, c'est inadmissible ça. Dans le sport, est-ce que vous faites du sport tous les... Oui. Vous faites des différences d'appartenance. Bon. On est déjà sur un bon chemin. Déjà, en sport, maintenant, on ne fait plus de différence entre les sexes. Je sais, parce que je suis une ancienne nageuse de fond, moi. Alors, j'ai l'habitude. Hein. Bon, allez, d'autres questions, on bavarde dans le vide, là. J'ai une question, ça reste dans le même thème. C'est, à votre époque, vous avez surmonté des épreuves, et maintenant, c'est à nous de surmonter maintenant des épreuves de nature différente, certes, mais je voulais savoir comment vous pouvez nous aider à aborder mieux cet avenir incertain avec certitude. C'est ce que je viens d'expliquer. Au départ, vous devez refuser un tabou au départ, un tabou. Que ce soit la religion, la couleur, l'apparence physique, un boiteux, un chaos, peu importe. Vous refusez tout ce qui vous paraît anormal. Et de cela, de tout ce qu'on vous présente, vous sortez le meilleur. Mais ce sera à vous de le faire, ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez tout dans les mains. Il faut que vous vous choisissiez tous un avenir. Alors, il faut choisir. Qu'est-ce que je veux faire? Cordonnier ou bijoutier? Souvent, on me dira, bon non, on pourrait faire bijoutier. D'accord. Mais un cordonnier qui sait bien travailler, je vous signale, personne n'était déjà né, il y a X années, un cordonnier a commencé à faire des chaussures. Il était devenu peu importe, ça me reviendra. Et il fabriquait de très belles chaussures, il les faisait sur mesure. 10 ans après, il était le PDG d'une entreprise qui faisait des bottes qui s'appelaient des Kilian. Eh bien,
tenez-vous bien, le simple cordonnier vendait une paire de bottes faites à mesure en croco 1 million de francs. En euros, ça fait. Ah ben, tiens, les mathématiciens là, C'est déjà pas mal. vous vous rendez compte? Ce n'était qu'un cordonnier, mais de son métier modeste, il a fait un art. Et je pourrais vous raconter l'histoire d'un voisin qui était menuisier et qui s'est attaché à son travail de menuisier et qui est devenu l'ébéniste qui avait en charge les objets, les meubles de l'Élysée. Mais je pourrais vous donner des... Vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous pouvez prétendre à la plus belle situation, à la plus belle fortune. C'est vous qui avez les... Enfin, écoutez, moi, je me suis retrouvée à 16 ans, sans diplôme, sans métier, sans travail, sans vêtements. Et il n'y en avait pratiquement plus. J'ai fini directrice des 3 plus beaux hôtels les pas plus beaux, mais 3 très beaux hôtels de Deauville. Est-ce que vous croyez que le parcours a été facile? J'ai pas lâché. Ma mère me disait que j'étais têtue comme une mule, juste avant de me flanquer une paire de claques, parce que la mère Dolto n'existait pas encore. Et je vous promets que j'ai pris des raclées de ma mère parce que j'étais extrêmement têtue. Pas désobéissance. Quand on arrivait à me montrer que j'avais tort, je rentrais dans le rang. Une paire de claques n'a jamais fait de mal à personne. Donc ça, c'est un bon conseil. Donc, pour les parents sont ravis. Oui. Donc, chers enfants, soyez têtus, pas obtus, mais têtus. Ne lâchez rien. Oui, mais il faut bien comprendre que ma maman, on va rire parce qu'il va y avoir des calculs là. Ma maman était née le 13 juin 1885. Oui, le genre. Donc, moi, j'ai été élevée comme une fille de 1885. Alors, est-ce qu'il y a des institutrices ou instituteurs ici? Formidable. 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 En général, c'est plutôt les parents qui viennent vous expliquer les drames de leurs enfants, vous demander une faveur, on est d'accord? Chez nous, c'est Madame Langlois, un tout petit bout de femme gros comme ça, qui est venue demander une faveur pour moi, ma mère. Ma mère l'a reçue comme si ça avait été la reine d'Angleterre. Et elle était tellement timide, notre institutrice, qu'elle était comme ça, sur le bord du fauteuil. Elle n'osait même pas s'endosser. Bon, et elle explique. Et ma mère lui a répondu, au bout d'un moment, « Je n'en doute pas, Madame Langlois, mais Colette fera, attention, fera de l'agréable quand elle saura faire l'utile. » Cherchez pas à comprendre. Voilà. Parce que dans le village, Bretteville-Longueuil, ce n'est pas une métropole. Le jeudi, nous avions des cours, je ne sais pas si ça existe encore, des cours de manuel. Non, bon, on apprenait à coudre. Et toutes les filles du village avaient des même les plus paumés, les gosses avaient des gros canevas avec des aiguilles, des grosses comme ça, de la laine, peu importe. Et la fille de l'industriel du village, elle raccommodait les torchons. Alors, Madame Langlois, qui était pour l'unité sociale, trouvait ça choquant et elle voulait que j'ai un travail agréable à faire. Et ma mère trouvait que c'était beaucoup plus utile que je raccommode les torchons. Voilà. Eh bien, si vos mères vous apprennent à faire d'abord l'utile avant l'agréable, c'est-à-dire avant la pipette avec laquelle vous jouez, là, vous verrez que vous gagnerez un temps considérable dans votre vie, dans votre avenir, dans vos études. Jean-Pierre n'avait pas 2 ans d'avance dans ses études s'il avait joué au tennis toute la journée. C'est logique. Bon, d'autres? Oui. Une question fond, et il y a quelques questions en ligne aussi. Venez me voir, parce que je ne vous vois pas. Ça va être rapide peut-être. Ah, mais pas du tout. J'ai bien l'intention de parler un petit moment avec vous. Là, vous pouvez enlever votre truc, parce que comme ça, j'aurai le plaisir de voir votre visage. Donc, bonjour madame.
Déjà, je voudrais vous remercier pour ces quelques paroles que vous avez consacrées aux Russes. Donc, je suis russe. Il y a effectivement mes deux grands-parents, deux grands-pères qui ont participé en tant que fantassins donc, dans cette guerre. Il y a ma grand-mère, Claudia, qui a été également fantassin lors de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, j'habite ici en France et je voudrais vous demander, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de Russes aussi parmi des résistants donc en France à cette époque-là. Est-ce que vous avez rencontré des Russes? Mais avant-guerre, mon père avait un bijoutier qui était juif, russe, israélite. Je suis en train, ça y est, le nom m'a échappé. Mais ces bijoutiers-là, ils étaient dans la rue Saint-Pierre, à l'angle de la rue Saint-Pierre et de la rue de Molombre. Oh là là. Bon, tout a été détruit, mais peu à peu. Et mon père a été les chercher un jour avec un camion, parce que je crois qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait de bijoux dans la bijouterie. Et ils sont devenus, on a été à Fassy, enfin bref, un bled perdu, où ils ont été, on les a présentés comme les grands-parents. Enfin, il y a une histoire pour les planquer, tout simplement. Ils ont été sauvés. Et oui, je suis en train de chercher leur nom, en deux noms, Vic et Trick, Vric. Enfin, bon, je pensais pas avoir besoin de cette tranche de mémoire. Et donc, les anciens prisonniers, peut-être russes, non. Si, pendant la guerre, il y a eu un jeune russe dans l'armée qui occupait, parce que nous étions dans la maison, mais tous les bâtiments industriels étaient occupés par l'armée allemande. Et il y avait un jeune soldat, ce modèle-là, pas un grand athlète, mais bizarrement, il était toujours assis sur les marches d'un endroit et il mangeait tout seul. Alors que la troupe avait leur gamelle et tout ça. Et un jour, ma mère l'a vu manger une poignée de terre crue. Bon, nous ne pouvions pas aller lui apporter un sandwich. Mais comme ils avaient des moyens de passer dans notre côté français, on va dire, un jour, on l'a fait venir dans la cuisine, on lui a donné à manger. Il n'était pas squelettique, il n'était pas mort de faim, mais on voyait bien qu'il était la tête de Turc, quoi. Et sur une carte, il nous a montré un pays en Russie, où il était, en définitif, il avait été fait jeune prisonnier, et au lieu de le tuer, ils l'ont incorporé dans l'armée. Et puis là, le régiment qui était en poste dans les bâtiments chez nous a été envoyé au front ou ailleurs. Il a disparu, je n'ai jamais su si ce gamin avait survécu ou pas. Mais c'était vraiment un gamin. La morphologie, le style, 14 ans. Merci beaucoup. Mais non, merci Madame à vous d'être intervenue, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des Russes. Et des femmes russes. Des femmes russes, oui, c'est ça, parce qu'il y a effectivement toute la population qui s'est levée en Russie contre les nazis. Donc, oui, absolument. Donc, enfin, ma grand-mère, elle avait 18 ans, donc c'était une jeune femme en 41, et elle est allée en tant que volontaire, et donc elle a passé 4 ans sur le front. Et elle a survécu. Elle a survécu. Elle est rentrée en 45, enceinte de ma maman. Elle a échappé aux violences. Oui, je pense. Enfin, elle n'a jamais parlé de ça parce que, bon, même les films soviétiques c'est l'horreur. Qui parlaient d'une façon très soft, disons, de cette guerre, elle ne pouvait pas les regarder. Elle ne pouvait pas les regarder. Donc non, mais c'était les soldats ont fait des carnages. Voilà, les soldats allemands. C'est pour ça que les femmes ne faisaient pas de prisonniers. Puis c'était la guerre d'extermination. Absolument. Ouais. Ma ville natale a été détruite à 95%. Elle s'appelait comment? Voronezh. Donc c'était la ville avec Stalingrad, donc actuellement Volgograd, qui a été détruite à autant de pourcentage. Ouais. Eh bien, madame, je vous remercie de votre Merci, témoignage. madame. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la parole rapidement.
Je vais me faire le porte-parole du chat qui a certaines questions. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui vous émerveille encore aujourd'hui et vous donne de l'espoir sur la jeunesse, de Yann. Ah oui, la jeunesse m'émerveille parce que j'ai parmi mes copains quelques garçons qui sont brillants. Ils ne sont pas emmerdants, hein. Ils sont rigolos. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents qu'ils sont tristes, hein. Oui, ils vont en boîte de nuit, oui, ils doivent se prendre une cuite de temps en temps. Enfin, j'espère que ce n'est pas trop souvent, hein, quand même, mais qui sont brillants et qui travaillent, vraiment. Oui, j'ai le bonheur d'avoir vu un jeune couple d'étudiants que j'ai un peu aidé, oui, mais si peu. Et maintenant, il y en a un qui est je ne sais plus, il a un examen d'informatique, il est Ingénieur. voilà. Mais c'est un grand beau garçon, très moderne, très dans le vent. Et sa petite compagne, maintenant, travaille à la chaîne 2, la 2, où elle a une place à responsabilité. Mais ces gamins-là, il y a 5 ans, ils étaient au même plan que vous, ils étaient en train de se chercher un avenir. Mais surtout, je sais que la vie moderne vous obligera peut-être à changer de discipline, surtout si vous voulez devenir chirurgien et qu'entre deux, vous préférerez devenir agriculteur. Mais quel que soit le choix que vous avez fait, faites-le à fond. Si vous essayez d'essayer une demi-douzaine de métiers à raison de 3 ou 4 années chaque fois, vous perdrez du temps. C'est très fatigant, c'est très contraignant de se choisir un métier et de dire je m'y tiens et je réussirai parce que j'ai décidé de réussir. C'est voilà. Une autre question de Serge qui dit au temps de la Résistance, comment est-ce que vous jouiez collectif? J'imagine que Pas du tout. Vous jouiez pas du tout collectif, oui. Collectif, pas du tout. On ne parlait à personne. Chez nous, on avait confiance parce que nous savions que nous étions tous les trois dans un réseau, peu importe. Mais on ne l'aurait même pas dit. Il restait un employé à la maison qui s'appelait Léon Luslac, qui était brave, qui était gentil comme tout. C'est lui qui m'a aidé avec les charrettes à bras à transporter les blessés. Mais il ne savait pas qu'on était dans la résistance. Bon. C'était le premier critère, c'était, j'ose pas le dire, mais c'était faire de ta gueule. On ne parlait, il n'y avait pas de raison de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout. C'est tout simple. Ça, c'était la base, en fait. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, hein. La base, ce que vous dites, c'est la résistance, c'est d'abord le silence. Ah oui. Se taire, savoir mentir à bon escient, évidemment, mais et surtout, ne manifestez pas. Quand je vois des trucs, par exemple, les signes distinctifs posés sur les églises ou les synagogues, je trouve ça idiot. C'est comme si nous, on s'était mis une croix de Lorraine avant de se balader en ville. Ça ne sert à rien. C'est pas avec ça que vous gagnerez la guerre. Les gens qui font des tags, je crois que ça s'appelle des tags, sur les bâtiments comme ça, ils veulent dire quoi? Ils vont embêter l'employé de la ville qui va être obligé de les nettoyer. Et quand ils rentrent chez eux, vous avez écrit, par exemple, on va faire plus court, sur la maison de quelqu'un, vous avez écrit qu'il est un salopard. Et vous rentrez chez vous. Et ça va changer quoi? Il n'a dit rien. Et le monsieur, il restera toujours un salopard, ou il n'était pas avant et ne le viendra pas à cause de ça. Vous comprenez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes les manifestations exagérées ou inutiles ne servent à rien. Oui? Il nous reste 5-6 minutes
avant la fin de cette conversation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On peut aller jusqu'au réveillon, vous savez. Alors, on ne peut pas aller jusqu'au réveillon parce qu'on a une surprise après. Oh, c'est pas fini. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Ma question, Tu c'est te lèves, mon grand-père, tu tires ton truc, que je te vois physiquement. est-ce que vous avez gardé du ressentiment pour les Allemands? Est-ce que vous êtes retourné en Allemagne après la guerre? Question très judicieuse. Je n'ai jamais voulu aller faire la visite des camps. Vous savez ce qu'on appelle les visites, moi j'appelle ça le tourisme morbide. On prend tout un autocar, on embarque tout le monde, qui parle de tout et de rien à l'aller, de tout et de rien au retour. Et ça, je ne peux pas. Si j'y suis allée là, c'est parce qu'on m'a proposé non pas un voyage, mais un pèlerinage. En plus, nous n'étions que seuls qu'avec l'étudiante. Voilà un cas exceptionnel, la petite Lucie Fouble. Et nous avons pu nous recueillir vraiment. Alors, tant qu'aux autres Allemands, alors vous voyez, j'ai 93 ans et Lucie, qui était avec moi, en avait 17. Donc, ma position, d'abord, je n'étais pas allée en Allemagne pour rouvrir les plaies. Ce n'est pas notre travail maintenant. Mais surtout, ma génération avait peut-être le droit de se venger, oui, je viens de dire, de se venger des Allemands. On avait payé assez cher pour le faire. La génération suivante a porté sur ses épaules le poids des, pardonnez-moi le mot, mais des conneries, des saloperies qu'ont fait leurs parents. Et ça a bousillé souvent leur vie. Mais la troisième génération, la vôtre, celle de Lucie, vous n'avez de compte à rendre à personne. Pour vous, il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, les frontières, maintenant, vous savez bien, après, à part les frontières climatiques, si vous mettez un Inuit, un homme de glace, au milieu de la forêt amazonienne, il aura trop chaud, et vice-versa. On est bien d'accord. Donc, mais en dehors de ces frontières climatiques contre lesquelles on ne peut rien, les poissons n'ont pas de frontières, les oiseaux n'ont pas de frontières, l'argent n'a pas de frontières, l'amour non plus d'ailleurs. Alors, je pense que nous ne resterons qu'au dicton « l'amour n'a pas de frontières ». Et c'est votre génération qui peut se le permettre, ça. Oui. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Ah ben venez me voir. Je pense que vous pouvez déjà commencer à venir au milieu de la scène. Hein. Venez me voir, oui, parce que moi j'aime bien. Alors, j'ai pas la mémoire des visages, mais vous me reconnaîtrez. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous nous aviez dit que, comme beaucoup de résistants, vous n'étiez pas au courant de qui faisait partie de votre réseau de résistance. Et une fois la guerre finie, avez-vous découvert si un voisin ou une connaissance faisait partie du réseau? Oui, absolument. Alors là, c'est ça qui est devenu la fédération, la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes. Alors voilà, il y a 60 ans, quand on dînait ensemble, on était 200. Le dernier Assemblée générale, on était 22. Ah oui, il y a par moi qui m'en tête. À Caen, nous avons encore un déporté qui s'appelle Bernard Duval, qui a été déporté, qui est rentré, qui a une femme absolument adorable qui veille sur lui, voilà, et qui va dans les écoles faire des cours. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un l'a déjà rencontré, mais qui est la discrétion même. Comme disait la jeune femme de Russie tout à l'heure, personne n'a envie de raconter des horreurs, surtout parce qu'on pense qu'on ne sera pas cru. Parce qu'il y a un moment que l'horreur dépasse la compréhension. Donc, Bernard raconte peu, mais c'est vraiment, je crois qu'il va recevoir, il va monter en grade, il a déjà la Légion d'honneur, je crois qu'il va monter officier prochainement, mais il l'aura bien mérité parce qu'il a beaucoup essaimé dans tous les collèges et lycées. Mais je répète,
Maintenant, ben, nous sommes. D'ailleurs, il y avait 3 fédérations différentes et elles ont fusionné. Parce que maintenant, faire une assemblée générale, comptez-vous 2, ça ne fait pas beaucoup. Et en effet, bon, pendant très longtemps, on a eu plaisir à se retrouver. Mais voilà. Merci, madame. Ça fait rien. Prenez le temps de la retrouver. Voilà. Venez me voir. Bonjour. Je voulais savoir, que pensez-vous de la transmission des mémoires de la Seconde Guerre mondiale? Je suis étudiante, de ce qu'on peut apprendre à l'école. J'espère que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a quand même d'autres matières que d'apprendre tous les secrets de la dernière guerre mondiale. Mais si vous préférez connaître les secrets de la dernière guerre mondiale plutôt que les secrets de la femme de... Comment il s'appelle, celui qui s'est marié à Venise, là, qui est célèbre? Clooney? Non. Si, quelqu'un l'a dit. Clooney? Georges Clooney. Oui, enfin, peu importe. Parce qu'on m'a menacé, moi, on m'a dit, mais si tu vas à Los Angeles, mais vas-y, parce que tu vas raconter Clooney, c'est ça? Ça me fout. Bon, n'est-ce pas? Mais si vous préférez connaître la vie de cet individu, de ce monsieur, pardon, qui est certainement un type charmant, plutôt que vous voyez la différence? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous vous intéressez à des choses inutiles, parce que dans 100 ans, qu'est-ce qui parlera encore de monsieur Claude Machin, là? Par contre, on parle encore des victoires napoléoniennes. Comme ça, vous apprenez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, forcément. Dans ma famille, ils sont très militaristes chez les Lorrains. Il y en a un qui a été se faire tuer au Mexique du temps de la guerre au Mexique. Napoléon III. Ah oui, mais qui c'est qui a soufflé là? Ah oui, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Vous voyez l'histoire? Alors, tous les artistes, les chanteurs, les machins, un chanteur, vous l'écoutez, mais vous n'allez pas aller savoir comment il est né, qu'est-ce qu'il mange au petit matin. Voilà. Et c'est ça qui est néfaste pour vous. C'est tout ce que vous encombrez dans vos cerveaux de choses parfaitement inutiles. Et je n'arrête pas de vous le dire, ça, parce que je me rends compte que des jeunes gens ou des jeunes filles qui passent leur vie sur un machin qui leur dit tout au monde, Google machin, là, on vous pose une question au naturel, vous ne savez pas répondre. Vous comprenez? Parce que vous êtes obsédé par des bulles de savon. Ce sont des bulles de savon, tous ces gens-là. Alors, allez-y. Alors là, vous verrez, ce sont des romans policiers. Ne vous trompez pas, ce n'est pas fastidieux à lire. Il ne faut pas prendre le rapport d'un corps d'armée qui dira l'armée, elle était là. Je ne sais même pas quels sont les régiments qui se sont succédés à Bretteville-Orgueilleuse. Pour hélas, une raison très simple. Normalement, quand un régiment, quand un groupe a fait une attaque, 2 attaques, on les renvoie au renfort, on envoie des troupes fraîches. Chez nous, ça n'a pas été le cas. Quand ils ont été remplacés, c'est parce qu'ils étaient morts. D'ailleurs, les Alliés avaient appelé le territoire Rau, Bretteville-Orgueilleuse et Puteaux-en-Bessin le triangle maudit. Si vous vous rappelez bien, il y a des Brettevillais là, hein. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Oui. Vous comprenez? Ce sont des. Alors, bien sûr, je vous conseille d'écouter les braillards, là, les chanteurs de maintenant, c'est très drôle. C'est surtout quand ça s'arrête que ça fait du bien. Ouais. Mais n'oubliez pas mais en fait, c'est pas mépriser, mais ignorer ces gens-là qui passeront dans votre vie 2 ou 3 ans après, vous vous en rapporterez même plus. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Colette, je vais vous demander de
faire court sur les deux dernières questions, parce qu'on déborde un tout petit peu, et je voudrais vraiment qu'on aborde la Allez, surprise. on y va. C'est qui? Voilà, Ah. c'est moi. Voilà. Bon, encore un merci. pour- Présentez-vous pour voilà, les gens qui... Christophe mon- Bayard. Voilà. Voilà. Mais si, mon petit. Mais si, mon petit, venez me voir. Présentez, parce qu'on a les gens en ligne qui ne vous connaissent Oui. pas, qui ne vous voient pas. Oui, parce que, voilà. Voilà, j'enlève le masque. Voilà. Bon, voilà, alors l'association Vive la Résistance, et moi je suis prof dans un collège à Alençon, Oui. prof d'histoire-géographie, puis on transmet évidemment cette histoire et ces valeurs, et en lien avec la question précédente qui est celle de la transmission, là, notamment aux jeunes, dans ces journées où des résistants, des déportés viennent témoigner encore, et on le fait, on le fera jusqu'au bout. Et quel est pour vous le message le plus important finalement que la résistance peut encore transmettre, enseigner aux jeunes aujourd'hui? Il y a tellement de choses que, évidemment, ces valeurs de la résistance, ça sont tellement importantes. Mais quel est peut-être le message le plus important pour vous? Le plus important, le respect de notre pays sur lequel qui les a vus naître, le respect de la France, le respect du pays dans lequel ils vivent ou où ils sont nés. C'est extrêmement important. Parce que c'est le pays qui, même si c'est papa-maman qui va travailler, mais c'est quand même le pays qui les nourrit. Donc, c'est indiscutablement le respect de la France. Mais dans tout, il faut aller voter, voilà, c'est ça, le respect de la France, l'amour de la patrie en définitive. Bien sûr, le respect de ce qu'on fait, mais moi, ma génération, j'ai entendu parler de la guerre de 14. Avec beaucoup de respect, évidemment. Chez nous, il y en avait 3 de morts déjà. Donc, ils apprendront ça, mais avec un peu de nostalgie. Mais leur avenir, c'est de respecter le pays dans lequel ils vont faire leur carrière, leur nid, leur avenir. Ça sera les fondations, ça, de leur vie. Merci. Une toute dernière question, la toute dernière pour Stelvie. Non, je suis désolé, je peux pas en reprendre d'autres. Ça déborde. Allez, on va bavarder après. Ouais, je préférais. On va bavarder après. J'essaye de ce qu'on. Il est 35 et j'essaye de. Donc, je prends la toute dernière question qui conclut ce moment pour Stelvie. Vas-y. Alors, est-ce que vous aimeriez être né en 2001 comme moi, avoir le même âge que moi aujourd'hui, à notre époque? Non, je n'aime pas. Est-ce que vous préférez les années 50, 60? Je suis un peu terrorisée de votre époque, ce que vous devez vivre à votre époque. Moi, je savais comment me battre et pourquoi je me battais. Pardon, arrête-toi. Non, j'admire votre époque et en même temps, j'ai beaucoup de soucis parce qu'il va falloir les créer, vos entreprises. Et ce n'est pas en restant ramolli ou en vous désolant parce que l'État n'a pas fait ça, le machin n'a pas fait ça, et la préfecture n'a pas fait ça, et devrait vous... Non, vous devez vous apprendre à vivre sans aucun secours. Si vous êtes capable, tout seul, sans aucun secours, de vous en sortir, ce qui a été mon cas, parce que vous imaginez bien que tout ce que, même des professeurs comme vous avez maintenant, on avait des professeurs, c'était des STO, on changeait tout le temps d'instituteur. Parce que dès qu'il y en avait un qui était un peu, on le donnait comme instituteur, c'était quelquefois, à la base, c'était un boulanger. Il était devenu STO. Ça ne durait pas longtemps. Donc, vous comprenez, l'école. Moi, l'école, j'ai pratiquement jamais eu le temps d'y aller. Eh bien, il a fallu que je me fasse toute seule. Et quand je dis toute seule, c'est avec la charge que j'étais quand même chef de famille. Alors, tous autant que vous êtes, vous devez vous mettre à travailler comme si vous ne pouviez pas compter sur l'indulgence, la compréhension et la gentillesse de papa, maman, l'oncle, la tante, les grands-parents, et le gouvernement, et l'État, et la préfecture. Non, tout seul. Vous comprenez ça? À ce moment-là, vous deviendrez d'une force invincible. Lorsque vous ne devez rien à personne. Vous y arriverez?
Ne vous trompez pas, c'est une force extraordinaire. N'avoir jamais besoin de demander quelque chose à quelqu'un. C'est extraordinaire. Ça vous donne une liberté et une liberté de parole extraordinaire. Vous pouvez dire, on va être poli, zut à n'importe qui. Vous voyez? Est-ce que je suis encourageante? Non, pas tellement. Le zut à n'importe qui me semble être une conclusion magnifique. Le zut à n'importe qui me semble être une conclusion magnifique. Oui, cet échange. Oui. Alors, je vais quand même vous faire rire pour finir. Dans une cérémonie, le préfet, je ne me rappelle plus de son nom, c'était un préfet que personne, je n'ai pas compris pourquoi, personne ne l'aimait parce qu'il était un petit peu à vis. Peu importe, il vient me saluer. Alors, le coup classique, le préfet se présente à vous, la main comme ça, la casquette à l'envers, forcément. Et ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas dire à tout le monde comment va la bécane à Jules, ce n'est pas possible. Donc, il me dit, vous allez bien, chère madame? Et, non, comment allez-vous? J'ai dit, monsieur le préfet, j'ai décidé une fois pour toutes d'aller bien. Et comme j'avais envie de faire une blague, parce que ça m'arrive souvent, je mets la bouche comme ça, je dis, ça a deux avantages. Ça me remonte le moral et ça emmerde mes adversaires. Merci. Merci Colette. Je vous propose de vous lever. Merci beaucoup. Et avant de couper le live, moi je voudrais faire un petit mot également. Alors d'abord un immense, mais vraiment immense merci à l'équipe Mo qui s'est déplacée. Vous êtes déplacés un dimanche, mais ils se sont tous déplacés un dimanche aujourd'hui pour organiser tout ça depuis maintenant quelques mois, enfin quelques semaines plutôt. Un merci également pour même équipe pour cette aventure qu'on a aujourd'hui. Je vous invite, alors c'est un peu mon côté VRP, la vendeur de cuisine ou de salon comme on veut, mais allez sur la plateforme Ulule, allez donner le premier ticket à 5 €, c'est rien du tout. Allez donner un petit peu de cet argent ou en tout cas partager, soutenez, allez chercher vos amis, parlez-en à votre notaire, vos médecins, tout ce que vous voulez, parce qu'on a besoin encore d'arriver sur des niveaux qui soient encore plus importants. La campagne va s'arrêter le 18 juin, c'est une date qui est vraiment importante et symbolique. Donc, merci pour le soutien que vous pourrez donner à cette campagne. Le prochain Mo Talk et le dernier Mo Talk de cette saison, il sera avec quelqu'un d'assez extraordinaire également. Il sera avec Marion Chagnou-Dupuis, qui est une femme bouddhiste et qui a été un petit peu connue parce qu'elle est montée 3 fois sur l'Everest. Et 3 fois sur l'Everest, où elle a ramassé pendant 4 ans l'ensemble des déchets et elle a nettoyé l'Everest. Ce sera le 24 juin prochain. Ce sera le dernier Mo Talk avant la première saison qui va arriver en septembre. Et un dernier mot pour Colette. Donc, merci Colette. C'était vraiment un véritable honneur de vous avoir avec nous.